Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture du mois d'août et on essaie de rattraper le retard, donc c'est parti, on y va. Je vais vous faire une seule vidéo pour ce bilan d'août parce que, comme j'ai dit que j'excluais les lectures graphiques, il y a une douzaine de romans. Et comme les lectures commencent à remonter, je ne vais pas être aussi précise que quand je les ai fraîchement dans la tête. Si ce que je vous en donne ici vous intéresse, allez voir les vlogs où j'en parle à chaud. Mon avis a probablement évolué, mais c'est plutôt intéressant, encore une fois, je pense, d'avoir l'avis à chaud et ce qu'il en reste. Donc n'hésitez pas à aller dans la playlist vlog d'août. Vous aurez toutes ces lectures. Nous n'allons pas plus tarder et commencer avec la lecture de Peine de mots perdus de Jean-Laurent Del Socorro que j'ai reçu en service de presse de la part d'Argile, qui s'inscrit dans l'univers de Royaume de vent et de colère, mais qui se passe un certain temps après. On va suivre Axel. C'est Axel son prénom. Bref, en tout cas, ensuite notre mercenaire préféré. Bon, en fait, ça se passe après, mais pas vraiment. C'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'il y a différentes temporalités. Et on va suivre, en fait, Axel. En fait, c'est le cœur de l'histoire, c'est Axel et la vie d'Axel. Sa vie de mercenaire, puis sa vie d'aubergiste, puis ce qui se passe après. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup le personnage d'Axel, parce que je trouve que Jean-Laurent Del Socorro écrit très bien les femmes. Mais je pense quand même que c'est plus intéressant de lire Peine de mots perdus si vous avez déjà lu les autres de l'univers, parce que ça vous donnera, je pense, un certain premier goût du personnage d'Axel que ce livre-là va affiner, et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Après, ça se lit indépendamment, sans souci. Si les autres vous tentent pas et que vous ne voulez lire que celui-ci, vous le pouvez totalement, mais moi j'ai aimé le lire après pour le coup. Donc ici on va suivre Axel, je vous dis, à travers ses différentes vies et beaucoup de questionnements, que ce soit des questionnements politiques un peu larges parce qu'elle est mercenaire et qu'elle est payée pour faire des choses, ou que ce soit des questionnements personnels et individuels en tant que femme, puisque Axel est une femme qui va se marier, va avoir des enfants, mais qui tient à sa liberté, qui tient à exister en tant qu'individu en dehors de la sphère familiale, et c'est à la fois un plaisir et une culpabilité pour elle. Et donc on va explorer tout ça et c'était vraiment hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé. Mais encore une fois, j'aime le personnage d'Axel, d'autant qu'on s'inscrit dans de la fantaisie historique et qu'Axel est une femme noire. Donc vraiment, c'était génial. Dans ce tome et principalement dans les aventures d'Axel mercenaire, il va y avoir presque que des femmes et ça c'est très cool aussi. Jean-Laurent Del Socorro a une capacité à penser des fantaisies historiques très valable historiquement, où il efface le critère, dans une certaine mesure, pas totalement, mais patriarcal et misogyne, pour mettre des femmes en avant et pour créer une certaine égalité. En tout cas, plus que ce que ça a pu exister par le passé, même si c'est pas parfait. Donc vraiment, c'était une très chouette lecture, j'ai beaucoup aimé, j'en garde un très bon souvenir, mais j'aime beaucoup ce que fait Jean-Laurent Del Socorro de manière générale, et surtout, je suis assez admirative de l'écriture de ces personnages féminins. En août, j'ai lu Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic, qui est son premier roman qui a été publié, je crois, dans le cadre d'un concours avec Folio, donc il n'y a pas de grand format, il n'y a que le format poche, et j'ai adoré. Je pense que des trois que j'ai lu d'elle, c'est mon préféré. Il est pas loin du thé pour les fantômes, mais je préfère personnellement l'univers de dark fantasy qui existe dans Dernier monde d'un jour oublié que l'univers plutôt contemporain et réalisme magique que l'on a dans du thé pour les fantômes. Les deux sont presque à égalité, mes petites préférences pour la dark fantasy, voilà, c'est très personnel. Toujours est-il qu'on suit une sorte d'île où les gens vivent entre eux sur cette île. Ils sont persuadés que toute l'humanité a disparu, que tous les autres humains sont morts, jusqu'au jour où il voit un bateau au loin, au large, et que ça remet en question tout ce qu'il pensait être vrai. Et il en va de même du côté des gens sur ce bateau, qui est une espèce d'équipe de corsaires, de pirates, qui voit au milieu cet océan qui est nommé le désert, je crois, quelque chose comme ça, une île qu'ils n'avaient jamais vue. Et donc ça va poser la question des interactions entre ces gens qui arrivent de l'extérieur et ces gens qui vivent en vase clos, en huis clos total depuis des décennies et des décennies. Et en interne, ça pose aussi des questions assez intéressantes, puisqu'il y a toute une organisation qui a été mise en place entre les réfugiés qui sont arrivés il y a X générations et ceux qui étaient les autochtones de cette île.
et tous les questionnements autour de la religion, autour du roi, du pouvoir, des relations. C'est un livre qui est assez dérangeant, qui est assez trash, qui est assez dur par moments. C'est de la dark fantasy, mais encore une fois, et au même titre qu'elle l'a fait dans Du thé pour les fantômes, Chris Vuklicevic parvient à donner des souffles d'air frais, de respiration à travers ce qu'il y a entre les chapitres, à travers certains chapitres qui, pour moi, c'est vraiment virtuose la manière dont elle écrit. C'est hyper bien écrit, c'est beau, c'est intelligent et il y a vraiment ces espaces de respiration très bien pensés, très bien réussis. Donc vraiment, excellent livre. Je l'ai adoré, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le world building, j'ai adoré les questions qui étaient posées, j'ai vraiment aimé ce bouquin et je ne peux que vous en recommander la lecture si vous cherchez une bonne dark fantasy où on va parler de trucs assez trash, notamment de consanguinité et ce genre de choses, parce que vous imaginez bien que des gens qui vivent sur une île depuis des décennies, il y a des questions qui se posent autour de ça, donc vraiment excellente lecture. En août, j'ai lu un cadeau que m'a fait Emeline qui était un long, si long, j'ai pas la fin du titre, je ne l'ai pas écrit. J'en garde un très bon souvenir, c'est une espèce de thriller. C'est un thriller puisque on va découvrir au début du bouquin, ou en tout cas la femme de ménage va découvrir la cuisine où était censée se trouver son employeuse vide, avec la petite, je crois qu'il y a une petite fille toute seule et du sang. Et donc, tout le bouquin va s'attacher à savoir ce qui s'est passé pour cette femme blanche et tout le bouquin va s'attacher à essayer de disculper la femme de ménage noire, puisqu'on est aux États-Unis dans la milieu, je crois, du 20e, quelque chose comme ça, très 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 raciste et évidemment tout le monde pense que c'est la femme noire qui a commis le meurtre. Et donc voilà, c'est un très bon thriller parce que c'est un thriller qui est assez engagé d'un point de vue féministe. Ça va poser beaucoup de questions sur le droit de faire des choix, notamment le droit de disposer de son propre corps, notamment via l'avortement, le mariage, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et c'est un très bon roman qui pose aussi des questions sur le racisme et le traitement des personnes noires aux États-Unis. C'est pas un livre, c'est pas écrit par une personne c'est sûrement une personne engagée, mais je veux dire, c'est pas un livre écrit par une concernée, je crois pas que l'autrice soit noire, mais il y a une volonté de mettre en avant des problématiques existantes qui ont existé, mais qui existent encore aux États-Unis, qui sont intéressantes, surtout dans une époque où on a tendance à régresser sur les droits des femmes, et j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette, parce que ça a ce côté prenant, haletant du thriller, qui est assez étonnant, surprenant, vous laissez porter, moi je m'étais laissé porter par ce livre, et en même temps, ça a ce côté engagé qui manque beaucoup trop, je trouve, au genre du thriller, souvent, mais peut-être parce que je ne m'y connais pas beaucoup et que j'ai lu que des hommes très populaires, mais j'ai rarement lu des thrillers assez engagés, et là c'est le cas. Donc très bon bouquin, très page turner, ça se lit en un après-midi, vous êtes dedans, vous êtes pris. Petit bonus, c'est engagé, ça véhicule des messages, donc vraiment excellente lecture, j'avais adoré, voilà, j'avais vraiment adoré, j'avais été prise et tout, enfin c'était très très chouette. Merci Emeline pour ce très bon cadeau. En août, j'ai lu Jour de sang de Sue Rainford, qui est un livre, encore une fois, et comme l'était le précédent, totalement perché. Sue Rainford est vraiment, je crois qu'elle est néo-zélandaise ou australienne, je sais plus, mais elle est très perchée et moi j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que c'est très particulier. On est dans une espèce a priori de post-apo, mais c'est pas très clair. En tout cas, dans une sorte de communauté, on va être entre le passé et le présent, donc la création de cette communauté et le présent, où on suit deux jumeaux qui sont seuls, tout le monde est parti ou est mort et il ne reste que et le vieux gourou entre guillemets de cette communauté, mais qui est un peu sénile et dont il faut s'occuper. Et on va suivre ces deux temporalités avec la mère des jumeaux et les jumeaux, et que vous en dire si ce n'est que ça a un côté extrêmement organique, un petit peu comme dans Jusque dans la Terre. Il y a quelque chose de très charnel et organique dans les ouvrages de Sue Rainford, une fascination pour le corps, pour le sang, pour les choses un petit peu crado et dérangeantes, mais c'est très prenant, c'est dérangeant, mais ça veut être dérangeant en fait, et du coup c'est bien fait. C'est un livre où vous n'êtes pas sûr d'avoir compris ce que vous avez lu, mais vous avez été embarqué, ça vous a submergé d'émotions assez contradictoires aussi
aussi parfois, et j'ai aimé le questionnement aussi autour des communautés et des croyances et de comment les croyances et la science peuvent dans une certaine mesure se mêler parfois, ce qu'il advient des gens après un certain temps à devoir survivre et tous les questionnements autour de la survie et tout ça. Enfin, c'était un très chouette livre. Je vous en recommande la lecture si vous aimez ce type d'ouvrage assez organique. Voilà. En août, j'ai lu un de mes tops de l'année 2024 puisque j'ai lu Girlfriend on Mars de Deborah Willis que j'ai absolument adoré, qui est donc de la science-fiction un peu d'anticipation, mais c'est pas très loin dans le temps non plus, où en gros on suit Kevin et Amber, je m'en suis rappelé, vous avez vu Amber, Kevin et Amber qui sont un couple de trentenaires qui ont une vie très plan-plan, où voilà, elle travaille, lui il fait pousser des plants de cannabis il vend du cannabis, et lui est très bien installé dans cette petite routine très plan-plan, tandis qu'Amber commence un peu à s'ennuyer et qu'elle va en secret s'inscrire à une émission qui s'appelle Mars Now, qui a pour objectif de recruter un certain nombre de candidats à travers le monde, de leur faire passer des épreuves en éliminant chaque semaine, je sais plus combien, une personne je crois, jusqu'à ce qu'il n'en reste que 2 qui formeront le premier couple à coloniser Mars. Ça c'est le pitch de base. C'est un livre que j'ai adoré parce que c'est un livre qui souffle le chaud et le froid. Ça veut dire que vous allez détester Kevin et Amber, vous allez ressentir de l'empathie pour eux, vous allez parfois les apprécier et les comprendre, vous allez parfois être en désaccord avec leur choix, vous allez ressentir 1000 émotions à travers des protagonistes qui ne sont pas franchement aimables pour autant. C'est en ça que j'ai trouvé que ça avait un petit côté yellow face pour moi, parce qu'il y a ce côté très cynique de la plume, il y a ce côté personnage très gris et il y a ce côté dénonciation, même si c'est pas le même type de dénonciation, mais pour moi il y a quand même voilà, il y a des vibes, voilà, mais bon, très lointaines, mais quand même. Toujours est-il que j'ai adoré ce livre parce qu'il a des moments grandiloquents, il y a des moments dramatiques, il y a des moments drôles, il y a aussi beaucoup de réflexions sur les relations humaines, amoureuses, sur l'ennui, sur la société, sur l'écologie, sur l'hypocrisie aussi par rapport à tout ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai aimé la construction des personnages, j'ai trouvé qu'Amber était un personnage beaucoup plus complexe que ce que laissait présager une bonne partie de l'ouvrage. Et surtout j'ai adoré la fin qui est tellement incroyablement surprenante. Tu le sens arriver au bout d'un moment, mais tu t'attends pas à ça. Je pensais pas que ça irait si loin. Ne prenez rien pour acquis dans ce livre parce que vous pourrez être dérouté à tout instant par les réactions des personnages, par 1001 choses auxquelles on ne peut pas s'attendre, et en plus ça fout des petits taquets, des petits tacles comme ça à certains milliardaires qu'on n'apprécie pas ici, donc vraiment c'était très 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 bon, j'ai adoré. Je n'ai qu'une envie, lire d'autres ouvrages de Deborah Willis. En août, j'ai lu Nous serons l'incendie de Jeanne-Marième Corrèze, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé Le Chant des Cavalières, mais j'ai préféré Nous serons l'incendie. J'ai trouvé qu'il y avait une maturation dans la plume et une organisation des idées beaucoup plus claire que ce qu'était Le Chant des Cavalières, et j'ai vraiment aimé cet ouvrage. Ça a un côté Prieuré de l'Oranger, un peu, vous voyez, dans les vibes, avec des femmes assez fortes, guerrières, qui sont réunies en ordre religieux entre guillemets, qui chevauchent des dragons qui ne sont pas tout à fait des dragons, pas au sens auquel vous l'imaginez, et ça parle de guerre, ça parle de colonialisme, encore une fois des thématiques que j'aime beaucoup, ça parle de destin individuel aussi, de relations amoureuses, amicales, ça parle de deuil. C'est un roman qui est très riche, qui est queer, qui est engagé, qui va parler à la fois des grands destins du monde, mais aussi des petits destins et des petites gens, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage du magicien qui a un petit côté un peu Merlin qui m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup les références de ce bouquin. Il y a un côté légende arthurienne réécrite et avec beaucoup plus de place pour les femmes, et c'était très chouette, mais vraiment très bon bouquin, tous les ingrédients que j'aime sont dedans, et j'ai trouvé ça très réussi et plus abouti que Le Chant des Cavalières qui laissait un peu sur la fin, et c'est en ça que je vous recommande de lire d'abord Le Chant des Cavalières, parce que Nous serons l'incendie pour moi apporte une suite et une fin au Chant des Cavalières. Donc
Voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, je vous en recommande la lecture. Sachez juste que si vous voulez vous le procurer, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais ne tardez pas, parce que je pense que tous les bouquins des moutons électriques vont être rappelés prochainement. Ensuite, en août, j'ai enfin terminé la lecture de Plein ciel de Siècle Vaillant. Ça aurait été une épopée de lire ce livre, parce que j'ai eu beaucoup de mal, parce que ce livre, sous ses airs, léger, facile et young adult, est extrêmement complexe. Je ne trouve pas que ça soit de la littérature young adult. Je ne sais pas pourquoi c'est publié chez Big Bang. Vraiment, pour moi, ça n'en est pas. Et c'est pas parce que c'est spécifiquement violent et tout, c'est parce que pour moi, ça aborde des thématiques assez adultes et je vois... Enfin, je sais pas, pour moi c'est de l'adulte ou alors transition young adult adulte, mais quand je le voyais sur les tables à côté de romans vraiment très très ados, je voyais pas le rapport. Bref, en tout cas, Plein ciel, c'est un univers de fantasy où il y a une espèce d'opéra qui doit jouer quotidiennement, sinon des catastrophes se produisent, que ce soit des effondrements, des épidémies, des gens meurent, enfin voilà. Donc nous on va suivre un personnage qui fait partie d'une des familles aristocratiques mais qui est cachée parce qu'elle est albinos et que dans cet univers c'est extrêmement mal vu d'avoir un enfant qui n'est pas normale. Donc elle est cachée et donc elle a une vie de petite main qui lui convient assez bien parce que les grandes familles ont des grands talents. Après on va dire qu'il y a les niveaux sociaux un peu intermédiaires qui ont des petits talents un peu plus pour manipuler des objets plus que du vivant, et tout en bas de tout ça il y a ceux qui n'ont pas de pouvoir magique, et elle a en plus d'être albinos un pouvoir qui ne fait pas partie des grands pouvoirs reconnus par les aristocrates. Donc vraiment elle est cachée mais elle fait sa vie, elle est assez heureuse jusqu'au jour où elle va être appelée à Plein ciel pour réaliser une certaine tâche, des tâches en l'occurrence, et qu'elle va se retrouver le nez plongé dans les intrigues de Plein ciel et que beaucoup de choses vont découler de tout ça. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée parce qu'il y a un peu ce côté passe-miroir vibes en beaucoup plus complexe, mais pour ce côté animé des objets, ce côté très coloré, très proche de l'art. Il y a quelque chose de très plaisant avec ça, avec la musique, mais pas que la musique, et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on reconnaît les autres types d'art, comme la couture, enfin voilà, c'est très plaisant, c'est très foisonnant, c'est très coloré, c'est un très chouette univers, c'est l'univers qui fait toute l'originalité, parce que somme toute, l'intrigue est assez classique, et vraiment c'est l'univers qui sublime tout ça. Ceci étant dit, il faut rentrer dedans, il faut être concentré, parce que c'est hyper riche, vraiment très riche. J'ai beaucoup aimé, mais je pense qu'il faudrait que je le relise parce que j'ai mis trop de temps à le lire et que du coup je pense que j'ai perdu un peu de ce côté très enveloppant de l'ambiance en fait, qui fait que ça fonctionne. Donc il faudrait que je le relise, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Je reconnais les talent d'écriture de l'autrice, je reconnais son univers très riche, j'ai aimé, mais j'ai pas autant aimé que j'aurais pu, je pense, si je l'avais lu de manière plus suivie. Donc ça fait partie des livres que je souhaiterais relire un jour, dans quelques temps, parce que je pense que je l'apprécierais plus à la relecture. En août, j'ai lu 11% de Maren Uthaug, service de presse reçu de la part de Ken Meister, qui est donc une sorte de post-apo dystopique où on va suivre un univers où on ne garde qu'11% des hommes pour la reproduction et les plaisirs. Ça veut dire qu'ils sont parqués dans des endroits très précis d'où ils ne peuvent pas sortir et où les femmes qui le souhaitent peuvent aller les voir. Et donc on suit différents personnages féminins, dont deux personnages féminins en particulier qui cachent un petit garçon qui s'est sauvé et personne ne sait, enfin elles ne savent pas d'où il vient mais elles le cachent parce qu'elles savent ce qui pourrait lui arriver si elles ne le cachent pas. C'est un livre qui va alterner différents points de vue, on va suivre différentes femmes dans cet univers, différentes femmes qui ont différentes croyances, différentes façons de vivre, qui sont d'origines différentes, et on va toutes les suivre en fait un peu en pivot autour de cette histoire de petit garçon, même si certaines ne le savent pas, même si voilà, il y a des secrets et tout, mais c'est un peu le pivot de l'histoire entre guillemets, et c'est un livre que j'ai apprécié, que j'ai aimé, même si j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose au final. Et en fait il y a des parties et des personnages que j'ai beaucoup aimé, dont j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais il y a des choses qui manquait un peu, et je garde un gros point d'interrogation sur la question de la transidentité. Déjà au moment où je l'ai lu, je me posais des questions parce que je ne savais pas trop quoi en penser, mais n'étant pas concernée, c'est difficile pour moi de parfois voir ce qui cloche, et il y a vraiment un gros point d'interrogation sur le traitement de la transidentité. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce que vous en pensez, dites-le moi, je serais très intéressée, notamment si vous êtes concerné, parce que je sais pas quoi penser en fait de ça, mais il y avait quand même des choses très intéressantes dans la manière dont était traitée la
la société et compagnie. Finalement, ce que je reproche à ce livre, c'est peut-être d'avoir été un peu rapide par certains aspects et surtout d'avoir eu un message final qui, je vous l'ai déjà dit, ne m'intéresse pas trop, c'est-à-dire que on a besoin des hommes quand même. Enfin, il y a un truc un peu... Moi, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, quand je lis des dystopies féministes, j'ai envie qu'on n'essaie pas de nous convaincre que l'égalité est nécessaire. Ça, on le sait déjà. Enfin, je veux dire, aucune féministe ne veut asservir les hommes. Il faut arrêter. Mais du coup, quand je lis de la fiction, j'ai envie un peu que le message soit plus puissant et que la finalité du message, ça soit un peu genre, oui, ce sont des êtres humains, il faut les traiter comme des êtres humains, mais on n'a pas besoin d'eux. Et là, il y avait un peu ce truc dont on a besoin d'eux qui m'a un petit peu moins convaincu, dirons-nous. Donc voilà, lecture que j'ai appréciée, mais pas meilleure lecture, clairement. Et je garde un peu cette saveur amère autour de à la fois des questions de la transidentité et du traitement des hommes. Ensuite, en août, j'ai lu Les Beaux et les Élus de Niveau, publié chez La Talente, que j'ai reçu en service de presse, qui est une réécriture de Gatsby, Gatsby le Magnifique, qui était une très bonne lecture. J'ai aimé Les Beaux et les Élus, là où je n'ai pas aimé Gatsby. Pourquoi ? Parce que Les Beaux et les Élus, déjà, prend le point de vue d'une femme, épouse le point de vue d'une femme qui, dans Les Beaux et les Élus, est d'origine asiatique, je sais plus de quel pays, j'en suis désolée, je sais plus si c'est la Chine ou le Vietnam, et donc c'était intéressant de voir tout ce truc-là de ce point de vue-là, d'autant qu'ici il va y avoir un côté magique, réalisme magique que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, pour moi, c'était Gatsby en mieux. Ça veut dire qu'il y avait tout ce qu'on peut trouver de chouette chez Gatsby, à savoir le côté magique, le côté festif, le côté un peu décadent des États-Unis de cette époque-là, mais avec un point de vue plus engagé sur le racisme, le colonialisme, les questions de sexisme et de misogynie. Donc vraiment, c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Je vous recommande, à défaut de lire Gatsby avant de lire Les Beaux et les Élus, de lire un résumé spoilant de Gatsby, puisqu'on reprend point par point les événements qui sont dans Gatsby, et que connaître les événements de base du livre d'origine ou avoir vu le film, ça suffit, vous permettra de mieux apprécier la réécriture, je pense en tout cas, mais j'ai pas du tout aimé Gatsby, mais j'ai beaucoup aimé Les Beaux et les Élus parce que on a un point de vue différent. Ça veut dire un point de vue de femmes sur des hommes riches qui font des choses pas très bien, et du coup on regarde les femmes différemment aussi. Je pense que je le relirai aussi à l'occasion, parce que je pense que il y a des choses à côté desquelles je suis passée, parce qu'il y a une subtilité dans la magie qui est assez intéressante, mais qu'il faudrait que je reprenne et que je relise à l'occasion. Ensuite, en août, j'ai lu Conjuration de Bleu Nguyen, qui est de la réécriture, bof, pas trop de la réécriture, mais qui est un roman de fantasy qui se passe à Rome, qui est assez documenté autour de Rome, donc qui est plutôt chouette. Ça veut dire que c'est pas juste en fond, histoire de dire ça se passe à Rome. Il y a quand même des mots de vocabulaire et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, où on va suivre une jeune fille qui faisait partie d'un royaume qui a été envahi, colonisée, annexée à l'Empire, et donc elle étant une princesse, elle est otage de l'Empire, comme l'indique le titre. Ça veut dire qu'elle a un statut de princesse, un statut reconnu, elle est pas en geôle si vous voulez, mais elle reste otage, et on lui impose la culture de l'Empire, la langue de l'Empire, etc., etc. Et donc elle, toute son ambition secrète, c'est de se venger de ça, et c'est de libérer son peuple, mais en même temps elle est un peu prise parce que elle est très 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 amie avec le prince de cet empire qui n'a pas vocation de devenir l'empereur, parce qu'il a une sœur aînée qui deviendra impératrice, mais qui est un personnage très important, et lui, comme il veut la protéger, ils vont se marier. Donc elle est un peu entre sa loyauté vis-à-vis de son futur mari, qui est en fait son ami, et tous les deux sont ok avec ça, et son désir de vengeance. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'on a des personnages féminins très forts, parce que ces personnages féminins sont assez gris et prennent les choses en main, et que j'ai trouvé que Bleu Nguyen réussissait très bien à créer des personnages qui finalement auraient aussi bien pu quelque part ne pas être genrés, parce que leurs caractéristiques principales ne font pas référence à
aux caractéristiques de genre socialement établies. Je sais pas si je suis claire. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé la relation entre Agrippine, qui est la future impératrice, et Livia, notre protagoniste principale, qui se détestent. Et on essaye de comprendre pourquoi, toutes les deux, et c'est un peu aussi, quelque part, de comprendre pourquoi. J'ai trouvé qu'il y avait des chouettes relations amicales, qu'il y avait des très chouettes relations familiales, et des moins chouettes aussi. J'ai trouvé qu'elle retranscrivait assez bien la complexité de l'amour familial, notamment entre Agrippine et son frère qui est censé épouser Livia. Donc vraiment, c'était une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai trouvé que c'était prenant. J'ai eu un peu de mal avec la plume très froide de Bleu Nguyen au début, mais Bleu Nguyen a une plume froide et finalement, c'est un livre qui dégage tellement de passion, d'hubris et d'émotion que cette plume assez froide, assez méthodique permet de tempérer ce côté très explosif des caractères des personnages. Et donc c'était très réussi. J'ai vraiment aimé. J'ai hâte d'avoir la suite. Donc je vous en recommande la lecture. C'est classé Young Adult. C'est chez Naos. Moi j'ai trouvé que ça passait très bien en adulte. Le dernier livre de ce mois d'août, c'est So This Is Ever After d'F.T. Lukens, qui est donc une auteurice non binaire, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc So This Is Ever After, c'est de la fantasy un peu humoristique, un peu décalée, où on suit une bande, on suit un peu les personnages de la roue du temps, si vous voulez. Sauf que là, on est dans un truc un peu humoristique et décalé, et le livre commence quand il tue le grand méchant, le grand mage noir, et on se retrouve et on fait quoi après, en fait qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a réalisé la prophétie? Et donc c'est un livre qui va parler de ça, qui va parler de ce qui se passe après les grandes quêtes de fantasy, le tout avec des relations amicales, des relations amoureuses. C'était très chouette. C'est très young adult, c'est vraiment de la littérature pour ados, mais qui pose des bonnes questions et surtout qui est intéressante parce que c'est queer en fait, et qu'on a des personnages, on a des personnages lesbiens, on a des personnages gays, il y a différentes orientations sexuelles, différentes façons de voir la vie, ils viennent de différents milieux, ils ont différentes caractéristiques et tout tourne autour de cette bande d'amis et de comment ils doivent apprendre à gouverner ce royaume qu'ils ont libéré et en même temps ils n'ont pas trop envie en fait, mais ils n'ont pas trop le choix non plus. Donc il y a vraiment tout un tas de petites problématiques qui vont se poser successivement à eux, et en même temps en fond on a la romance entre notre protagoniste principal et son meilleur ami, et c'était très chouette. C'est pas la lecture de l'année, c'est pas le truc le plus surprenant du monde, mais vraiment c'est très rafraîchissant, ce postulat de base, ces personnages avec un langage assez familier, qui sont très attachants, qui sont très mignons, qui ont des questionnements très ados. C'est pour ça que ça fonctionne très bien en ado et peut-être un peu moins en adulte, c'est qu'on est vraiment sur des questionnements très adolescents, je pense, des relations amoureuses, mais du coup c'est quelque chose que je peux recommander à des grands ados, 14, 15, 16 ans par là, ça passe très bien, et c'est pas, il n'y a pas de scène explicite je crois, donc pas de problème de ce côté-là, ça pose juste des questions sur ses attirances, sur l'amour, il y a des personnages bisexuels aussi, enfin voilà, c'est très chouette, c'est très ouvert d'esprit, et ça fait du bien de proposer ce type de lecture à des ados. Voilà, c'est tout pour mon bilan du mois d'août. J'ai été assez rapide, je crois que j'ai fait 12 lectures en 30 minutes, donc c'est assez rapide, mais encore une fois, si vous voulez le détail de mes avis à chaud, vous pouvez retrouver tout ça dans la playlist vlog d'août. Vlog lecture d'août, tout simplement. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures dont j'ai parlé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!